Elle a donné son corps, mais espérait son cœur le millionnaire, offrait des nuits, jamais des promesses. Chaque aube était une plaie ouverte, en silence, jusqu'au jour où elle a décidé de ne plus supplier. Marine a toujours cru que l'amour était quelque chose qui se construisait avec le temps, comme une maison érigée brique par brique, avec patience et dévouement. Elle n'était pas de ces femmes qui attendèrent des princes charmants ou des fins de contes de fées. Elle croyait en quelque chose de plus simple et de plus profond, que deux personnes, en se rencontrant, pouvaient créer ensemble un monde où leurs rêves, leur fragilité et leur certitude auraient leur place. C'était cette conviction qu'elle portait dans son cœur en se réveillant chaque matin dans son petit studio du Marais, à Paris, où elle vivait seule depuis 3 ans. Elle travaillait comme traductrice indépendante, un métier qui lui permettait de rester à la maison, entourée de livres et du silence qu'elle appréciait tant. Marine n'était pas une femme de fête ou de grands cercles sociaux. Elle préférait la compagnie de quelques personnes, celles qui comptaient vraiment, celles avec qui elle pouvait parler de la vie sans avoir à prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas. Sa routine était prévisible, presque monotone pour un regard extérieur, mais pour elle, il y avait une beauté dans cette simplicité. Elle se levait tôt, prenait son café, en regardant par la fenêtre les arbres de la rue, travaillait jusqu'à la fin de l'après-midi, et le soir, elle lisait ou regardait un vieux film. C'était une petite vie, mais c'était la sienne. C'est par un après-midi de septembre, lors d'un événement littéraire au centre culturel situé à quelques rues de chez elle, que Marine vit Romain pour la première fois. Il était assis au premier rang, en costume sombre et le dos droit, comme quelqu'un habitué à être aux commandes. Marine n'était là qu'en tant qu'auditrice, curieuse de la conférence sur la littérature contemporaine française, mais il lui fut impossible de ne pas remarquer sa présence. Il y avait quelque chose de magnétique chez cet homme, quelque chose qui allait au-delà de l'apparence ou des vêtements coûteux. C'était la façon dont il regardait le conférencier, attentif, absorbant chaque mot, comme s'il se souciait vraiment de ce qui était dit. Lorsque l'événement se termina, Marine s'approcha de la table où des livres étaient vendus. Elle feuilletait distraitement une édition de nouvelles lorsqu'elle sentit une présence à côté d'elle. C'était lui. Romain prit le même livre qu'elle regardait et sourit en coin, un sourire qui semblait garder des secrets. « Vous aimez les nouvelles » demanda-t-il sans aucune formalité, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Marine sentit son cœur s'accélérer, mais elle garda son sang-froid. « Oui, j'aime bien », répondit-elle en essayant de paraître naturelle. « Ce sont des histoires courtes, mais elles en disent souvent plus que des romans entiers. » Il hocha la tête, comme s'il était profondément d'accord. « Romain Allaire », dit-il en lui tendant la main. Marine hésita un instant avant d'accepter sa poignée de main. « Marine Dubois », répondit-elle. Sa main était ferme, chaude, et le contact dura 1 seconde, de plus que nécessaire. Ils parlèrent quelques minutes de littérature, d'auteurs français, de la vie à Paris. Romain parlait avec aisance, avec un enthousiasme qui contrastait avec l'image sérieuse qu'il dégageait au premier abord. Marine découvrit qu'il était entrepreneur, propriétaire d'une entreprise de construction qui réalisait de grands projets dans la ville. Il ne s'en vantait pas, mais il était impossible de ne pas percevoir la fierté discrète dans sa voix lorsqu'il parlait de son travail. Avant de se quitter, Romain lui demanda son numéro. « J'aimerais poursuivre cette conversation à un autre moment, » dit-il, avec un regard que Marine ne sut interpréter. Elle lui donna son numéro, ne sachant toujours pas si ce n'était que de la gentillesse ou s'il y avait quelque chose de plus. Les jours suivants, Marine se surprit à penser à lui plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Il était différent des hommes qu'elle connaissait. Il y avait en lui une intensité, une présence qui remplissait l'espace autour de lui. Romain envoya un message 3 jours plus tard. Simple, direct. « Dîner avec moi demain ?» Marine lut le message plusieurs fois avant de répondre. Une partie d'elle voulait dire non, rester en sécurité dans sa routine, loin des complications. Mais une autre partie, une partie qu'elle ne savait pas exister, voulait dire oui. Et c'est ce qu'elle fit. Le dîner eut lieu dans un restaurant discret de Montmartre, un endroit charmant, avec des lumières tamisées et de la musique live. Romain arriva à l'heure, habillé de façon plus décontractée, mais toujours impeccable. Pendant le repas, ils parlèrent de tout,
Il parla de son enfance dans la campagne provençale, de la façon dont il était venu à Paris encore jeune, déterminé à construire quelque chose de grand. Il parla des défis, des nuits blanches, des risques qu'il avait pris et qui, heureusement, avaient porté leurs fruits. Marine, de son côté, raconta sa passion pour les livres, comment la traduction était une façon de vivre plusieurs vies sans quitter sa maison. Romain l'écoutait avec une attention sincère, posant des questions, voulant comprendre qui elle était vraiment. À la fin de la soirée, lorsqu'il la déposa chez elle, il y eut un moment de silence dans la voiture. Romain la regarda avec une intensité que Marine n'avait jamais vue auparavant. Elle sentit qu'il allait l'embrasser, mais il se contenta de lui prendre la main et de dire « J'ai beaucoup aimé la soirée, Marine. J'espère que nous pourrons recommencer. » Elle sortit de la voiture le cœur battant, sans comprendre complètement ce qu'elle ressentait. Les semaines suivantes furent une succession de rendez-vous. Romain l'emmenait dans des endroits où elle n'était jamais allée, des restaurants sophistiqués, des expositions d'art, des concerts. Il avait un monde entier à portée de main et semblait vouloir tout partager avec elle. Marine se sentait spéciale, vue, comme si enfin quelqu'un avait remarqué qu'elle existait. Romain était attentionné mais aussi mystérieux. Il parlait de son travail, de ses projets, mais jamais de sa vie personnelle. Il ne mentionnait jamais sa famille, ses amis proches, ses relations passées. C'était comme s'il n'existait que dans le présent, dans cet espace qu'il créait avec elle. Ce fut à leur 5e rencontre que tout changea. Romain l'invita à venir dans son appartement, un lieu qu'il décrivit comme son refuge. Marine hésita, mais la curiosité et le désir d'être près de lui l'emportèrent. L'appartement se trouvait à Neuilly-sur-Seine, dans un immeuble moderne avec une sécurité impeccable. Quand elle entra, elle fut impressionnée. C'était un endroit spacieux, décoré avec goût, rempli de tableaux et d'objets qui semblaient avoir été choisis avec soin. Il y avait une cave à vin, une bibliothèque qui occupait un mur entier, des fauteuils en cuir qui semblaient étreindre celui qui s'y asseyait. C'était le genre d'endroit qui apparaît dans les magazines de décoration, mais qui, en même temps, semblait froid, impersonnel, comme si personne n'y vivait vraiment. Ils burent du vin, parlèrent tard dans la nuit, puis, presque naturellement, ils s'embrassèrent. Ce fut un baiser intense, plein de désir et d'une urgence que Marine ne s'attendait pas à ressentir. Elle se laissa aller, laissant le moment l'emporter. Cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois. Pour Marine, ce fut plus qu'un simple acte physique. Ce fut un don complet, une façon de dire sans mots qu'elle lui faisait confiance, qu'elle était prête à construire quelque chose de vrai. Elle crut que cette nuit était le début d'une histoire qu'ils écriraient ensemble. Mais quand elle se réveilla le lendemain matin, Romain était déjà habillé, prêt à partir. Il lui embrassa le front, dit qu'il avait une réunion importante et qu'ils se parleraient au plus tard. Marine resta seule dans cet immense appartement, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle attendit l'appel, le message, tout signe que cette nuit avait aussi signifié quelque chose pour lui. Mais les jours passèrent, et Romain ne la recontacta qu'une semaine plus tard, comme si de rien n'était. Marine essaya de l'interroger sur cette distance, sur ce silence, mais il changeait de sujet avec habileté. Il disait qu'il était occupé, que le travail était intense, mais qu'il pensait à elle. Et puis, quand elle s'y attendait le moins, il revenait, avec ce sourire, avec ce regard, et tout semblait de nouveau avoir un sens. Elle se voyait prise dans un cycle qu'elle ne parvenait pas à comprendre, mais dont elle ne parvenait pas non plus à sortir. Les rencontres se répétèrent, toujours dans son appartement, toujours le soir, toujours intense, mais toujours suivie d'une distance qui laissait Marine de plus en plus confuse. Elle commença à remarquer un schéma. Romain apparaissait quand il voulait, disparaissait quand ça l'arrangeait, et jamais, à aucun moment, ne parlait d'avenir. Il ne faisait pas de projet, il ne la présentait à personne. Il ne l'invitait pas à des événements où d'autres personnes seraient présentes. Marine n'existait qu'entre ces 4 murs, dans cet espace qu'il contrôlait complètement. Elle essaya d'en parler à quelques reprises. « Romain, où est-ce que ça nous mène ?» lui demanda-t-elle une fois, après une autre nuit passée ensemble. Il était allongé à côté d'elle, regardant le plafond. Il rit, comme si la question était naïve. « Marine, on est bien comme ça, non? Pourquoi compliquer les choses ?» Elle ne sut quoi répondre. Une partie d'elle voulait crier que non, que ce n'était pas bien, qu'elle voulait plus, qu'elle méritait plus. Mais une autre partie, celle qui avait peur de le perdre,
se contenta d'acquiescer et de changer de sujet. Les semaines se transformèrent en mois, et Marine se retrouva de plus en plus impliquée avec Romain, mais aussi de plus en plus seule. Elle savait tout de son appartement, des tableaux qu'il collectionnait, de la marque de vin qu'il préférait, de la façon dont il dormait quand il était trop fatigué. Mais elle ne savait rien de sa vie en dehors de cet espace. Elle ne savait pas qui étaient ses amis, s'il avait une famille, s'il avait déjà aimé quelqu'un avant. Romain était un livre avec des pages manquantes et Marine ne lisait que les chapitres qu'il lui permettait. Un soir, après leur 10e rencontre, Marine était allongée à côté de lui, regardant le plafond cher et impersonnel de la chambre. Elle se sentit vide, comme si elle avait tout donné d'elle-même et n'avait rien reçu en retour. « Romain, murmura-t-elle, est-ce que tu ressens quelque chose pour moi ?» Il se tourna vers elle, avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. « Bien sûr que je ressens quelque chose, Marine. Tu es spéciale. » Mais il ne dit pas quoi, il ne dit pas comment, il ne dit pas qu'il l'aimait. Et Marine réalisa à ce moment-là qu'il ne le dirait peut-être jamais. Elle commença à se poser des questions. Était-elle utilisée? Romain la voyait-il seulement comme une compagnie pratique, quelqu'un qui était toujours disponible quand il en avait besoin? Le doute commença à la ronger de l'intérieur, mais elle n'avait pas le courage de l'affronter vraiment. Elle avait peur de la réponse. Elle avait peur qu'en exigeant de la clarté, elle perde même ce qu'elle avait. Les rencontres continuèrent. La 11e, la 12e, la 13e. Chacune laissait Marine un peu plus épuisée, un peu plus perdue. Elle commença à réaliser qu'elle devenait l'ombre d'elle-même. Elle cessa de sortir avec les quelques amis qu'elle avait. Elle cessa d'accepter des travaux qui exigeaient plus de dévouement. Sa vie tournait autour de Romain, de quand il allait appeler, de quand il voudrait la voir. Elle était en train de se perdre, et elle le savait, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Ce fut lors de la 14e rencontre que Marine eut une révélation. Ils étaient dans son appartement, comme toujours, et Romain était au téléphone, parlant d'un projet important. Marine était assise sur le canapé, l'observant, et soudain, elle se vit de l'extérieur, comme si elle était spectatrice de sa propre vie. Elle vit une femme amoureuse, oui, mais aussi une femme invisible. Une femme qui était là, mais qui n'avait pas de voix, pas d'espace, pas d'avenir dans cette histoire. Elle réalisa qu'elle se contentait de miettes, acceptant le minimum parce qu'elle avait peur de se retrouver sans rien. Cette nuit-là, après que Romain eut raccroché, elle tenta une nouvelle fois. « Romain, il faut qu'on parle. De nous, de ce que ça signifie. » Il soupira comme s'il était fatigué. « Marine, tu exagères. On est bien. Pourquoi as-tu besoin de mettre des étiquettes sur tout ?» Elle sentit les larmes monter, mais les retint. « Ce ne sont pas des étiquettes, Romain. C'est du respect. C'est savoir où je me situe dans ta vie. » Il ne répondit pas. Il se leva simplement et alla dans la cuisine chercher plus de vin. Marine resta là, seule sur le canapé, comprenant que sa réponse avait déjà été donnée par son silence. La 15e nuit arriva. Marine se rendit à l'appartement de Romain sans aucune attente. Elle savait déjà comment cela allait se terminer. Il était affectueux, mais d'une manière mécanique, comme s'il suivait un scénario. Ils firent l'amour, mais Marine ne sentit pas de passion. Elle sentit seulement une tristesse profonde, un deuil pour ce qui aurait pu être, et ne fut jamais. Allongée à côté de lui, pendant que Romain dormait, elle regarda le plafond pour la dernière fois et comprit, elle n'était pas une femme dans cette histoire. Elle n'était qu'un intervalle dans sa vie, une pause entre les réunions, entre les engagements, entre des choses plus importantes. Le lendemain matin, Marine se réveilla déterminée. Elle s'habilla en silence pendant que Romain dormait encore. Avant de partir, elle le regarda une dernière fois. Elle sentit un pincement au cœur, mais aussi une certitude. Elle méritait mieux. Elle méritait quelqu'un qui la verrait vraiment, qui la choisirait, qui construirait avec elle. Et Romain ne serait jamais cet homme. Elle quitta l'appartement sans faire de bruit. Elle descendit par l'ascenseur, traversa le hall luxueux, et quand elle posa le pied sur le trottoir, elle sentit l'air frais du matin remplir ses poumons. C'était comme si elle respirait vraiment pour la première fois depuis des mois. Marine ne savait pas encore ce qu'elle ferait, mais elle savait qu'elle ne reviendrait pas. Pas dans cet appartement, pas dans ce cycle, pas à cette version diminuée d'elle-même. Les jours suivants, Romain tenta de la contacter. Il appela plusieurs fois, envoya des messages,
Marine les lut tous, mais ne répondit à aucun. Elle avait besoin de ce silence pour se retrouver, pour guérir les blessures qu'elle avait elle-même permis de s'ouvrir. Ce fut difficile. Il y eut des nuits où elle faillit céder, faillit le rappeler, faillit croire que peut-être, cette fois, les choses pourraient être différentes. Mais alors elle se souvenait du vide qu'elle ressentait à ses côtés, de la solitude qui l'accompagnait même quand ils étaient ensemble, et l'envie passait. Marine se mit à écrire. Au début, c'était juste une façon d'organiser ses pensées, de faire sortir tout ce qu'elle ressentait. Elle écrivit sur les rencontres, sur les promesses non tenues, sur les signes qu'elle avait ignorés parce qu'elle voulait croire que l'amour pouvait tout transformer. Elle écrivit sur la douleur d'être vue seulement à moitié, d'être désirée mais pas aimée, d'être présente mais pas choisie. Et plus elle écrivait, plus elle comprenait que cette histoire n'était pas seulement la sienne. C'était celle de beaucoup de femmes. Des femmes qui se perdaient en essayant d'être suffisantes pour des hommes qui ne seraient jamais prêts à les aimer vraiment. Elle rassembla 15 objets, de petites choses qu'elle gardait des rencontres avec Romain. Une fleur séchée qu'il lui avait donnée lors de leur 2e rendez-vous. Un bouton de chemise tombé sur le canapé la 4e nuit. Un billet écrit à la main avec une phrase quelconque qu'il avait dite et qu'elle, naïvement, avait gardé comme une déclaration. Un bracelet qui s'était cassé pendant un moment d'intimité. Un bouchon de liège d'une des nombreuses bouteilles qu'ils avaient partagées. Chaque objet était un souvenir, un fragment d'une histoire qui ne s'était jamais achevée. Marine mit tout dans une boîte, et au centre, elle écrivit une lettre. Ce n'était pas une lettre de colère, ce n'était pas une lettre d'accusation, c'était juste la vérité sur ce qu'elle avait ressenti, sur ce qu'elle avait espéré, sur ce qu'elle n'avait jamais reçu. Elle écrivit sur les 15 nuits, sur comment chacune d'elles l'avait laissée un peu plus vide, un peu plus loin d'elle-même. Et elle termina en disant qu'elle n'envoyait pas cette boîte pour le blesser, mais pour se libérer, pour clore un cycle qui devait être clos. Elle découvrit, grâce à une recherche rapide sur Internet, que Romain serait honoré lors d'un événement important, une cérémonie où il recevrait le prix de l'entrepreneur de l'année. Marine sourit avec ironie. Entrepreneur de l'année. Homme à succès, admiré, applaudi. Mais elle connaissait l'autre facette, celle qui utilisait les gens puis les jetait, celle qui n'avait jamais appris à aimer vraiment. Marine envoya la boîte à son bureau, avec pour instruction qu'elle soit livrée le jour de l'événement. Elle ne voulait pas de vengeance, elle ne voulait pas le détruire, elle voulait juste qu'il sache, qu'il comprenne, que les actions ont des conséquences, que les gens ne sont pas jetables, que même l'homme le plus puissant peut perdre quelque chose de précieux lorsqu'il traite l'amour avec mépris. Après avoir envoyé la boîte, Marine sentit un poids quitter ses épaules. Elle n'attendait rien en retour. Elle ne s'attendait pas à ce que Romain change ou qu'il vienne la chercher en lui demandant pardon. Elle avait fait ça pour elle-même, comme une façon de clore ce chapitre et de pouvoir en commencer un autre. Et ainsi, tandis que le soleil se couchait sur Paris, Marine regarda par la fenêtre de son studio et sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. L'espoir que des jours meilleurs viendraient, qu'elle se retrouverait elle-même, qu'un jour, elle trouverait quelqu'un qui l'aimerait vraiment, quelqu'un qui la verrait entièrement et pas seulement pour les parties qui l'arrangeaient, parce que Marine avait appris quelque chose d'important. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Et elle, finalement, choisissait de survivre. La soirée de l'événement arriva comme toutes les autres soirées importantes dans la vie de Romain Allaire, avec faste, une organisation impeccable et l'attente d'une nouvelle reconnaissance publique. Il était habitué à ces moments. Au cours des 10 dernières années, il avait bâti un empire dans le secteur de la construction, érigeant des immeubles qui changeaient le paysage de Paris, concluant des contrats millionnaires, faisant la couverture de magazines d'affaires. Romain savait comment se comporter dans ces environnements. Il savait sourire au bon moment, serrer les bonnes mains, dire les mots que les gens attendaient d'entendre. C'était un homme qui maîtrisait l'art d'être admiré. L'événement se déroulait dans un hôtel 5 étoiles du quartier des Champs-Élysées. La salle était remplie d'entrepreneurs, de politiciens, de journalistes et de personnalités influentes, tous vêtus impeccablement, tous là pour célébrer les meilleurs de l'année dans diverses catégories. Romain serait honoré en tant qu'entrepreneur de l'année, un titre qu'il recevait avec fierté, mais aussi avec une certaine indifférence.
Après tout, il avait déjà tant accompli qu'un prix de plus semblait n'être qu'un détail dans sa trajectoire. Il arriva tôt, comme toujours. Il aimait avoir le contrôle, savoir exactement comment les choses se dérouleraient. Il se rendit directement à la loge réservée aux lauréats, un espace vaste et bien décoré où il pourrait se préparer avant de monter sur scène. Il y avait des fleurs, une bouteille de champagne glacée, un immense miroir où il pouvait ajuster son costume. Tout était pensé pour que les lauréats se sentent spéciaux. Romain était seul dans la loge lorsque la porte s'ouvrit et qu'un employé de l'hôtel entra en portant une boîte. « Excusez-moi de vous déranger, monsieur Allaire, » dit le jeune homme, « mais ceci est arrivé pour vous il y a peu. On a dit que c'était urgent. » Romain fronça les sourcils. Il n'attendait rien. Il prit la boîte des mains de l'employé, le remercia et attendit qu'il sorte. Lorsqu'il fut de nouveau seul, il regarda l'emballage. Il était simple, discret, sans expéditeur. Il pensa que c'était un autre cadeau d'entreprise, peut-être d'un fournisseur ou d'un partenaire commercial voulant le féliciter pour sa réussite. Il ouvrit la boîte sans grande cérémonie, mais dès qu'il vit le contenu, son corps tout entier se raidit. À l'intérieur se trouvaient des objets qu'il reconnut immédiatement, une fleur séchée, un bouton de chemise, un billet avec sa propre écriture, un bracelet cassé, un bouchon de liège, et d'autres petits objets qui, pour n'importe qui, ne signifieraient rien. Mais pour Romain, chacun d'eux était un souvenir spécifique, un fragment de moment qu'il avait partagé avec Marine. Au centre de la boîte, il y avait une lettre. Romain la prit avec des mains qui tremblaient légèrement. Il déplia le papier et commença à lire. L'écriture était délicate, mais ferme. Les mots étaient calmes, mais chargés d'une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. « Romain, » commençait la lettre, « je t'envoie cette boîte, non pas pour te blesser, mais pour me libérer. Pendant des mois, j'ai cru que ce que nous avions était le début de quelque chose de vrai. J'ai cru que les nuits que nous avons passées ensemble signifiaient pour toi ce qu'elles signifiaient pour moi. J'ai cru que j'étais importante dans ta vie, mais j'ai réalisé, trop tard, que je n'ai jamais été plus qu'une commodité, un intervalle, quelqu'un qui était là quand tu en avais besoin, mais qui disparaissait de ton esprit dès que je passais la porte. » Romain s'arrêta de lire un instant. Il sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Il continua. « Chaque objet dans cette boîte représente une nuit où je me suis donné complètement, en espérant que tu ferais de même. Mais tu ne t'es jamais donné, Romain. Tu m'as gardé à une distance de sécurité où je pouvais te servir sans te déranger, sans exiger plus que ce que tu étais prêt à donner. Et j'ai accepté ça. J'ai accepté parce que j'avais peur de perdre même ce que j'avais. Mais aujourd'hui, je comprends que perdre ce qui n'a jamais été à moi n'est pas une perte. C'est une libération. Je ne te blâme pas de ne pas m'aimer. Personne n'est obligé d'aimer qui que ce soit. Mais je te blâme de ne pas avoir été honnête, de m'avoir laissé croire qu'il y avait un avenir alors qu'en réalité, pour toi, je n'étais que du présent, un présent jetable. Je t'envoie ceci pour que tu saches que tes choix ont des conséquences, que les personnes que tu utilises ne sont pas des objets, qu'il y a un prix à payer quand on traite l'amour avec mépris. Je n'attends pas que tu changes, je n'attends pas que tu me cherches. J'espère seulement que, un jour, tu comprendras ce que tu as perdu, et que peut-être tu apprendras à valoriser quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard. Adieu, Romain, prends soin de toi. Marine. » Romain termina de lire la lettre et resta immobile, le papier entre les mains. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi ressentir. Une partie de lui voulait tout jeter à la poubelle, ignorer, passer à autre chose comme il le faisait toujours. Mais une autre partie, une partie qu'il ne connaissait pas bien, était ébranlée. Il regarda de nouveau les objets dans la boîte. Chacun d'eux ramenait un souvenir. Et il réalisa avec une clarté dérangeante que Marine avait donné bien plus qu'il n'avait jamais rendu. On frappa à la porte. « Monsieur Allaire, nous commençons dans 10 minutes, » dit une voix de l'autre côté. Romain rangea la lettre dans la poche de sa veste, ferma la boîte et la posa dans un coin de la loge. Il se regarda dans le miroir, ajusta sa cravate, respira profondément. Il devait se ressaisir. Il avait un rôle à jouer. Il ne pouvait pas laisser cela l'affecter maintenant. Il monta sur scène comme prévu. Il reçut le prix sous des applaudissements enthousiastes. Il fit un discours remerciant ses partenaires, ses employés, tous ceux qui avaient contribué au succès de l'entreprise.
Il sourit pour les caméras, serra des mains, posa pour les photos. De l'extérieur, c'était le Romain de toujours, confiant, éloquent, en contrôle. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Les mots de Marine résonnaient dans sa tête, se mêlant aux applaudissements, aux éloges, à toute cette mise en scène. Quand l'événement se termina et qu'il put enfin partir, Romain se dirigea directement vers sa voiture. Il congédia son chauffeur et conduisit seul jusqu'à son appartement. Il avait besoin d'être seul, loin des gens, loin des sourires faux et des conversations vides. Quand il arriva chez lui, il jeta sa veste sur le canapé, sortit la lettre de sa poche et la relut. Et encore. Et encore. Chaque lecture apportait une nouvelle couche de malaise, un nouveau poids sur sa poitrine. Romain tenta de contacter Marine. Il appela son numéro plusieurs fois, mais tous les appels tombaient directement sur la messagerie vocale. Il envoya des messages, mais ils n'étaient pas livrés. Il comprit qu'elle avait changé de numéro. Il essaya de la chercher sur les réseaux sociaux, mais ses profils avaient été désactivés. Marine avait complètement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Et pour la première fois de sa vie, Romain n'avait aucun contrôle sur la situation. Il ne pouvait pas résoudre cela avec de l'argent, de l'influence, du charme. Elle était simplement sortie de sa vie, et il ne pouvait rien y faire. Les jours suivants furent difficiles. Romain essayait de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait constamment à Marine. Il se surprenait à se souvenir de moments qui, à l'époque, semblaient insignifiants, mais qui prenaient maintenant un nouveau sens. Il se souvenait de la façon dont elle le regardait quand il parlait, avec cette attention sincère qu'il recevait rarement des autres. Il se souvenait de comment elle riait de ses blagues, de comment elle l'écoutait parler de ses projets avec un intérêt réel. Marine n'était pas intéressée par son argent, son statut, les apparences. Elle s'intéressait à lui, à la personne qu'il était quand il n'avait pas besoin de jouer un rôle pour le monde, et il avait tout jeté par-dessus bord. Il avait traité quelque chose de précieux comme si c'était jetable. Il avait eu entre les mains quelque chose de rare et n'avait pas su l'apprécier. La conscience de cela commença à le consumer d'une manière qu'il n'attendait pas. Romain avait toujours été un homme pragmatique, quelqu'un qui ne s'attachait pas aux sentiments, qui allait de l'avant sans regarder en arrière. Mais maintenant, pour la première fois, il était piégé. Piégé dans un passé qu'il ne pouvait plus changer. Il essaya de se distraire avec d'autres femmes. Il sortit avec certaines, coucha avec d'autres. Mais rien ne semblait réel. Toutes semblaient être de pâles copies de quelque chose qu'il avait perdu. Elle riait de ses blagues, mais le rire était mécanique. Elle l'écoutait, mais ne le comprenait pas. Elle voulait être avec lui, mais seulement pour ce qu'il représentait. Le succès, l'argent, le statut. Aucune d'entre elles ne le voyait comme Marine le voyait, comme une personne ordinaire, avec ses failles, ses peurs, son humanité. Romain se mit à boire davantage, pas de manière scandaleuse, mais assez pour ressentir une torpeur qui l'aidait à dormir. Il commença à manquer des engagements, chose rare pour lui. Il annula des réunions importantes, reporta des décisions qui devaient être prises. Sa secrétaire remarqua le changement, mais n'osa pas poser de questions. Ses associés commencèrent à s'inquiéter, mais Romain les rassurait en disant qu'il était juste fatigué, qu'il avait besoin de temps. Mais la vérité était plus profonde. Romain s'effondrait de l'intérieur et il ne savait pas comment s'arrêter. Pendant ce temps, Marine reconstruisait sa vie. Après avoir envoyé la boîte, elle se sentit libérée, comme si elle avait enfin fermé une porte qui aurait dû être fermée des mois auparavant. Elle recommença à accepter des travaux de traduction, se plongea dans des projets qu'elle avait négligés, renoua avec des amis qu'elle avait délaissés. Mais l'écriture resta sa principale forme de guérison. Elle écrivait tous les jours, transformant la douleur en mots, la confusion en clarté. Ce qui avait commencé comme un journal personnel se transforma en quelque chose de plus grand. Marine réalisa que son histoire n'était pas unique. En parlant avec des amis, en lisant les témoignages d'autres femmes, elle comprit que beaucoup vivaient la même situation. Des femmes qui se perdaient dans des relations où elles n'étaient pas valorisées. Des femmes qui donnaient tout d'elles-mêmes à des hommes qui ne donnaient que des miettes en retour. Des femmes qui croyaient qu'aimer signifiait accepter moins que ce qu'elles méritaient. Marine décida de transformer ses écrits en un livre. Non pas un livre de développement personnel, mais un récit honnête de son expérience. Elle raconta l'histoire d'une femme qui tomba amoureuse d'un homme qui n'était jamais vraiment disponible. Elle raconta les 15 nuits,
les signes qu'elle avait ignorés, la douleur d'être vue seulement à moitié. Mais elle raconta aussi la libération, le courage de partir, la force de se choisir soi-même. Elle envoya le manuscrit à quelques maisons d'édition. La plupart le refusèrent, disant que le marché était saturé d'histoires de relations. Mais une petite maison d'édition indépendante s'y intéressa. La maison d'édition était dirigée par une femme nommée Julie, qui lut le manuscrit de Marine et s'identifia profondément. Julie la contacta et organisa une rencontre. Elles se retrouvèrent dans un café du quartier latin. Julie était une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux grisonnants, aux yeux doux et au sourire accueillant. « Marine, votre histoire est puissante, » dit Julie dès qu'elles s'assirent. « Elle est réelle, brute, et je pense que beaucoup de femmes vont s'y identifier. J'aimerais la publier. » Marine ressentit une immense émotion. « Merci, » dit-elle, la voix nouée. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Julie continua. « Mais je dois être honnête avec vous. Le marché de l'édition est difficile, surtout pour les auteurs débutants. Nous devrons travailler dur sur la promotion pour faire parvenir ce livre aux bonnes personnes. Et il y a autre chose. » Julie hésita un moment avant de poursuivre. « J'aimerais que vous changiez la fin, que la protagoniste donne une seconde chance à l'homme. Les lecteurs aiment les fins heureuses, les réconciliations. Je pense que ça se vendrait mieux. » Marine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle regarda Julie et avec fermeté répondit « Julie, je comprends le souci commercial, mais je ne peux pas changer la fin. Je ne veux pas apprendre aux femmes à retourner dans des situations qui les blessent. Je ne veux pas romantiser la douleur. Je veux qu'elles comprennent qu'il est normal de partir, de se choisir, de ne pas accepter des miettes. Si je change la fin, je trahirai le message le plus important du livre. » Julie resta silencieuse quelques secondes, puis sourit. « Vous avez raison. Gardons la fin telle qu'elle. C'est votre livre, Marine. Il doit refléter votre vérité. » Les mois suivants, Marine travailla avec la maison d'édition à la révision et à la préparation du livre. Ce fut un processus intense mais gratifiant. Elle révisa chaque mot, chaque phrase, s'assurant que tout était exactement comme elle le voulait. Lorsque le livre fut enfin publié, Marine ne s'attendait pas à un grand retentissement. C'était une petite maison d'édition, avec des ressources limitées. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Le livre commença à circuler parmi des groupes de femmes. Quelqu'un l'acheta, le lut et le recommanda à des amis. Ses amis le recommandèrent à d'autres. Le bouche à oreille se propagea lentement mais sûrement. Des femmes commencèrent à envoyer des messages à Marine via les réseaux sociaux, qu'elle n'avait réactivés que pour promouvoir son travail. Elles racontaient leurs propres histoires, la remerciaient d'avoir mis des mots sur ce qu'elles ressentaient, disaient que le livre les avait aidées à prendre des décisions difficiles. Marine fut invitée à participer à des cercles de discussion dans des bibliothèques, des centres culturels, des groupes de soutien. Au début, elle avait peur de parler en public, d'exposer son histoire de manière si directe, mais quand elle vit l'impact de ses mots, quand elle vit des femmes pleurer, s'ouvrir, se reconnaître dans son récit, elle comprit que c'était plus grand qu'elle, que sa douleur avait trouvé un but. Lors d'un de ces cercles de discussion, dans un centre communautaire de l'Est parisien, Marine racontait le processus d'écriture du livre quand une femme leva la main. Elle avait environ 30 ans, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. D'une voix tremblante, elle dit « Votre histoire m'a sauvée. J'étais dans une relation similaire. Je donnais tout et ne recevais rien. Je pensais que le problème venait de moi, que je n'étais pas assez bien. Mais quand j'ai lu votre livre, j'ai compris que le problème n'était pas moi. C'était lui. Et je suis partie. Et je recommence. Et je voulais vous remercier pour ça. » Marine sentit ses yeux s'embuer de larmes. Elle se leva et serra la femme dans ses bras. À ce moment-là, elle comprit que toute la douleur, toute la confusion, toute la souffrance en avaient valu la peine. Parce que maintenant, elle ne se guérissait pas seulement elle-même. Elle aidait d'autres femmes à guérir aussi. Tandis que Marine s'épanouissait, Romain poursuivait sa trajectoire descendante. Il fonctionnait en pilote automatique, faisant le minimum nécessaire pour maintenir les affaires, mais sans la flamme habituelle. Il ne dormait pas bien. Il se réveillait au milieu de la nuit en pensant à Marine, aux choses qu'il aurait pu faire différemment, aux opportunités qu'il avait manquées. Il essayait de se convaincre que ce n'était que de l'orgueil blessé, que ça passerait bientôt, mais ça ne passait pas. Au contraire,
Ça ne faisait qu'empirer. Il tenta de la retrouver. Il engagea un détective privé pour la localiser, mais quand l'homme revint avec les informations, Romain ne sut pas quoi en faire. Il savait où Marine vivait, savait qu'elle avait écrit un livre, savait qu'elle donnait des conférences. Mais qu'allait-il faire de tout ça? Se présenter chez elle en demandant pardon. Elle ne voulait pas le voir. Elle l'avait dit très clairement. Et pour la première fois, Romain respecta le choix de quelqu'un, même si cela le détruisait de l'intérieur. Un soir, seul dans son appartement, Romain prit la boîte que Marine lui avait envoyée. Il l'avait gardée dans un placard, mais de temps en temps, il la sortait et regardait les objets. Chacun d'eux était une accusation silencieuse. Chacun d'eux lui rappelait à quel point il avait été égoïste, à quel point il avait gaspillé. Il prit la fleur séchée et la tint avec précaution. Il se souvint du jour où il l'avait donnée à Marine, lors de leur deuxième rendez-vous. Elle avait souri avec tant d'enthousiasme, comme si c'était la plus belle chose du monde. Et ça l'était, parce que ça venait de lui, parce que, à ce moment-là, il avait pensé à elle. Romain réalisa qu'il n'avait jamais vraiment pensé à Marine comme il aurait dû. Il pensait à elle quand il voulait de la compagnie, quand il avait besoin de quelqu'un. Mais il n'a jamais pensé à ce dont elle avait besoin, à ce qu'elle ressentait, à ce qu'elle méritait. Il l'a utilisée. Pas exprès. Peut-être. Mais il l'a utilisée. Et maintenant, il en payait le prix. Il essaya d'écrire une lettre. Il commença plusieurs fois, mais ne parvint jamais à terminer. Que dirait-il? Désolé. Désolé n'était pas suffisant. Je t'aime? L'aimait-il? Ou est-ce que le fait d'être vu comme elle le voyait lui manquait simplement? Romain n'avait pas de réponse. Pour la première fois de sa vie, il était perdu, sans savoir quoi faire, sans avoir le contrôle de rien. Et tandis qu'il sombrait dans le remords, Marine continuait de s'élever. Son livre commença à attirer l'attention de médias plus importants. Un magazine féminin l'interviewa. Un podcast sur les relations l'invita à participer. Les ventes augmentèrent et la maison d'édition décida de faire un deuxième tirage. Marine devenait une voix importante pour les femmes qui avaient besoin d'entendre qu'il était normal de partir, de recommencer, de se choisir. Elle ne faisait pas cela par vengeance. Elle ne faisait pas cela pour blesser Romain. Elle le faisait parce qu'elle avait trouvé un but. Elle avait transformé sa douleur en quelque chose qui pouvait aider d'autres personnes. Et cela, plus que toute autre relation, la faisait se sentir complète. Le temps continuait de passer, et les chemins de Marine et Romain, qui s'étaient un jour croisés de manière si intense, courèrent maintenant en parallèle, sans jamais plus se toucher. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient tous les deux. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Marine avait envoyé la boîte à Romain. 6 mois au cours desquels leurs vies avaient pris des directions complètement opposées, comme 2 trains qui, après avoir roulé ensemble un bref instant, suivaient maintenant des voies contraires, sans chance de se retrouver. Du moins, c'est ce que Marine croyait en se réveillant. Chaque matin, en regardant par la fenêtre et en voyant le soleil se lever sur Paris, apportant avec lui la promesse d'un nouveau jour, d'une nouvelle occasion d'être qui elle était vraiment. Le livre de Marine était devenu un petit phénomène. Ce n'était pas un best-seller national, il n'était pas dans les vitrines des grandes librairies, mais il avait trouvé son public. Un public fidèle, de femmes qui se voyaient dans cette histoire, qui reconnaissaient leur propre douleur et espoir dans les pages écrites par Marine. Ces réseaux sociaux, autrefois presque inactifs, étaient maintenant remplis de messages de remerciements, de témoignages de femmes qui avaient trouvé le courage de quitter des relations toxiques après avoir lu le livre. Chaque message était un rappel que sa douleur avait servi à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait sa propre histoire. Marine était différente, pas seulement extérieurement, bien qu'elle ait aussi changé sur ce point. Elle s'était coupé les cheveux, les laissant plus courts, dans un style qui la faisait se sentir plus légère, plus libre. Elle avait commencé à s'habiller différemment, avec des couleurs plus vives, des vêtements qui exprimaient qui elle était et non qui elle pensait devoir être pour plaire à quelqu'un. Mais le changement le plus profond était intérieur. Marine avait retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu pendant ces mois avec Romain, sa voix. Elle recommença à avoir des opinions fortes, à défendre ses points de vue, à ne pas se diminuer pour tenir dans les espaces que les autres lui offraient. Elle était de plus en plus invitée à des événements, des conférences dans des universités, des participations à des podcasts,
des cercles de discussion dans des librairies. Au début, Marine était nerveuse avant chaque présentation, craignant de ne pas savoir quoi dire, de décevoir les gens qui attendaient tant d'elle. Mais avec le temps, elle gagna en confiance. Elle découvrit qu'elle avait un talent naturel pour parler, pour se connecter avec les gens, pour transformer son expérience personnelle en quelque chose d'universel qui touchait les cœurs. C'est lors d'une de ces conférences, dans un centre culturel près des Champs-Élysées, que Marine rencontra Béatrice. Béatrice était une femme d'une 50aine d'années, thérapeute spécialisée dans les relations abusives, qui assista à la conférence de Marine et fut profondément touchée. Après l'événement, elle s'approcha de Marine et lui demanda de discuter. Elles allèrent dans un café, voisins, et passèrent des heures à parler de relations, de schémas qui se répètent, de la façon dont on apprend aux femmes dès leur plus jeune âge à s'effacer au nom de l'amour. Béatrice fit une proposition. « Marine, je travaille avec des groupes de soutien pour les femmes qui sortent de relations difficiles. Votre livre a aidé beaucoup d'entre elles. J'aimerais vous inviter à participer à certaines de nos séances. Non pas en tant que conférencière, mais comme quelqu'un qui peut partager son expérience de manière plus intime, plus proche. Je pense que votre présence pourrait faire une grande différence. » Marine accepta sans hésiter. Les semaines suivantes, elle commença à fréquenter les groupes de soutien coordonnés par Béatrice. C'étaient des rencontres hebdomadaires dans une salle accueillante d'un cabinet du 15e arrondissement où une dizaine ou une quinzaine de femmes se réunissaient pour parler de leurs expériences, de leurs douleurs, de leurs tentatives de reconstruction. Marine écoutait chaque histoire avec attention, reconnaissant en chacune d'elles des parties de son propre parcours. Et lorsqu'elle partageait son expérience, elle le faisait sans jugement, sans recette toute faite, offrant simplement sa vérité comme un miroir où d'autres femmes pouvaient se voir réfléchies. C'est lors d'une de ces séances que Marine entendit l'histoire de Caroline. Caroline avait 28 ans, était avocate et était depuis 5 ans dans une relation avec un homme qui la traitait de manière très similaire à celle dont Romain traitait Marine. Il la cherchait quand ça l'arrangeait, n'assumait jamais la relation publiquement, ne parlait jamais d'avenir, mais revenait toujours avec des promesses vides que Caroline, désespérée d'y croire, acceptait. Pendant que Caroline parlait, Marine se revoyait des mois en arrière. Elle voyait la même angoisse, le même espoir vain, la même difficulté à sortir d'une situation qui la blessait, clairement. Quand Caroline eut fini de parler, elle pleurait. « Je sais que je devrais partir, dit-elle entre deux sanglots. Je sais qu'il ne changera jamais. Mais j'ai si peur d'être seule. J'ai peur de ne plus jamais trouver personne. J'ai peur que si je pars, il trouve quelqu'un d'autre et lui donne tout ce qu'il ne m'a jamais donné. Et ça voudra dire que le problème, c'était toujours moi. » Marine prit la main de Caroline. Elle comprenait chaque mot, chaque peur, chaque doute. Et puis, d'une voix ferme mais douce, elle répondit « Caroline, je comprends. T'as peur. J'ai ressenti exactement la même chose. Mais je dois te dire quelque chose que j'ai appris à la dure. La solitude avec une autre personne est bien pire que la solitude seule. Quand tu es seule, au moins tu peux être entière. Tu peux être toi-même, sans avoir à te diminuer, sans avoir à mendier des miettes d'affection. Et quant au fait qu'il trouve quelqu'un d'autre et lui donne ce qu'il ne t'a jamais donné, cela ne signifiera pas que le problème venait de toi. Cela signifiera simplement qu'il n'était pas prêt quand il était avec toi. Et ce n'est pas de ta faute. » Les mots de Marine résonnèrent dans la salle. D'autres femmes hochèrent la tête, en accord. Certaines pleuraient. Caroline serra la main de Marine et, pour la première fois depuis longtemps, sembla trouver un peu de paix. À ce moment-là, Marine comprit que c'était sa mission. Non seulement écrire sur son expérience, mais être présente pour d'autres femmes qui avaient besoin d'entendre qu'elle n'était pas seule, qu'elle n'était pas folle, qu'elle méritait mieux. Tandis que Marine s'épanouissait dans son nouveau rôle, Romain continuait sa chute silencieuse. Il était toujours l'entrepreneur à succès aux yeux du monde. Ses projets continuaient d'avancer, son entreprise restait rentable. Son nom était toujours respecté. Mais à l'intérieur, Romain était vide. Il fonctionnait en mode automatique, allant de réunion en réunion, signant des contrats, prenant des décisions, mais sans rien ressentir. C'était comme si une partie de lui s'était éteinte cette nuit où il avait reçu la boîte de Marine. Il tenta, à plusieurs reprises, de redevenir celui qu'il était avant. Il essaya de sortir avec des amis, de fréquenter les endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter, de s'engager avec d'autres femmes, mais rien ne fonctionnait.
Les conversations semblaient vides, les endroits semblaient fades, les femmes semblaient toutes les mêmes. Elle riait de ses blagues, était d'accord avec ses opinions, voulait être avec lui. Mais aucune d'entre elles ne le voyait. Aucune d'entre elles ne se souciait de qui il était vraiment. Et Romain, pour la première fois, réalisa à quel point cela importait. Il commença une thérapie. C'était une suggestion de son associé le plus proche, Marcel, qui avait remarqué les changements chez Romain et s'inquiétait. « Romain, tu ne vas pas bien, lui dit Marcel lors d'un déjeuner. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu es différent, distant. Je pense que tu devrais parler à quelqu'un. » Romain résista au début. La thérapie, c'était pour les faibles, pour ceux qui ne pouvaient pas résoudre leurs problèmes seuls. Du moins, c'est ce qu'il avait toujours cru. Mais après des semaines de nuits blanches, de matins avec un poids sur la poitrine, d'une sensation constante de vide, il décida d'essayer. La thérapeute était une femme nommée Hélène, d'une 60aine d'années, au regard perçant mais accueillant. Lors de la première séance, Romain essaya de garder la façade. Il parla du stress au travail, de la pression de gérer une grande entreprise, de la façon dont il se sentait parfois fatigué. Hélène écouta tout en silence. Quand il eut fini, elle posa une question simple. « Romain, pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» La question prit Romain par surprise. Il resta silencieux un long moment, et puis pour la première fois depuis des mois, il s'autorisa à être honnête. « J'ai perdu quelqu'un, » dit-il, la voix nouée. « Quelqu'un d'important, et c'était de ma faute. Je l'ai maltraitée. Et maintenant elle est partie, et je ne sais pas comment gérer ça. » Hélène hocha la tête. « Parlez-moi d'elle. » Et Romain raconta. Il parla de Marine, de leur rencontre, des rendez-vous, de la façon dont il ne s'était jamais vraiment permis de s'investir. Il parla de la boîte, de la lettre, de la façon dont ces mots le hantaient chaque nuit. Il parla de son incapacité à aller de l'avant, de la façon dont tout semblait dénué de sens depuis qu'elle était sortie de sa vie. Hélène posa des questions précises, mais surtout, elle écouta. À la fin de la séance, elle dit quelque chose que Romain n'attendait pas. « Romain, ce que vous ressentez ne concerne pas seulement Marine. Cela vous concerne vous-même. Vous faites face pour la première fois de votre vie à des conséquences émotionnelles réelles de vos actions. Vous avez toujours pu tout contrôler, tout résoudre avec de l'argent ou de l'influence. Mais maintenant, vous avez perdu quelque chose que vous ne pouvez pas racheter. Et cela vous fait peur parce que cela vous fait réaliser que vous n'êtes pas invincible, que vous êtes aussi humain. Et les humains peuvent faire des erreurs, ils peuvent blesser les gens, et ils peuvent regretter. » Les mots d'Hélène résonnèrent dans la tête de Romain pendant des jours. Il continua la thérapie, et à chaque séance, il enlevait des couches de lui-même qu'il n'avait jamais explorées. Il découvrit qu'une grande partie de son comportement venait d'une peur profonde d'être vulnérable, d'être rejeté. Il découvrit qu'il utilisait le contrôle comme mécanisme de défense, gardant les gens à une distance de sécurité pour ne jamais être blessé. Et il découvrit qu'en faisant cela, il avait fini par blesser les personnes qui s'approchèrent de lui. Surtout Marine. Il commença à comprendre que ce qu'il ressentait pour Marine n'était pas seulement de l'attirance ou de la commodité. C'était quelque chose de plus profond. C'était de l'admiration. C'était du respect. C'était la sensation d'être vu comme une personne, pas comme un titre ou un compte en banque. Marine le voyait avec toutes ses failles et avait quand même choisi de rester. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus, jusqu'à ce que la douleur de rester soit plus grande que la peur de partir. Romain tenta, une fois de plus, de la contacter, mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement réapparaître dans sa vie en exigeant son pardon. Il devait respecter son choix. Il devait accepter que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Et cette acceptation était douloureuse mais aussi libératrice d'une certaine manière. Un après-midi, Romain était dans une librairie de Saint-Germain-des-Prés, cherchant un livre d'affaires qu'un collègue lui avait recommandé. Il passa par la section des essais et par hasard vit le livre de Marine. Son cœur s'emballa. Il prit l'exemplaire, regarda la couverture, lut le résumé. Il n'y avait pas de photo d'elle, juste un texte descriptif sur l'histoire. Un récit sur l'amour, la perte et la reconstruction. Romain acheta le livre, rentra chez lui et commença à lire. Ce fut l'une des expériences les plus difficiles de sa vie. À chaque page, il se reconnaissait.
Il reconnaissait les situations, les phrases, les comportements. Marine avait écrit sur lui, sur eux, mais sans révéler de nom, sans accusation directe. C'était juste la vérité. La vérité sur ce qu'elle avait ressenti, sur ce qu'elle avait traversé, sur la façon dont elle avait trouvé la force de partir. Et en lisant, Romain vit pour la première fois l'impact réel de ses actions. Il vit la douleur qu'il avait causée. Il vit la force que Marine avait eue en se choisissant. Il termina le livre en une seule nuit, les yeux rouges et une boule dans la gorge. Et pour la première fois depuis que tout était fini, Romain pleura. Il pleura pour la Marine qu'il avait perdue. Il pleura pour la version de lui-même qui avait causé cette douleur. Il pleura parce qu'il comprenait enfin ce qu'Hélène avait dit. Il n'était pas invincible, il était humain. Et les humains font des erreurs. Mais ils peuvent aussi apprendre, ils peuvent changer, ils peuvent essayer d'être meilleurs. Les jours suivants, Romain fit des recherches sur les événements auxquels Marine participait. Il découvrit qu'elle serait conférencière lors d'un grand événement sur l'émancipation des femmes qui aurait lieu dans 2 semaines dans un palais des congrès au sud de Paris. L'événement était ouvert au public. Romain acheta un billet. Il ne savait pas ce qu'il y ferait. Il ne savait pas s'il aurait le courage de l'approcher, mais il devait la voir. Il devait voir la femme qu'elle était devenue. Le jour de l'événement arriva. Romain était nerveux d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il arriva tôt, s'assit dans l'une des dernières rangées, loin de la scène. L'auditorium était plein, principalement de femmes, mais il y avait aussi quelques hommes. Tous étaient là pour écouter les conférences sur les relations saines, sur l'estime de soi, sur la reconstruction. Marine serait la dernière conférencière de la journée. Quand son tour arriva, Romain sentit son cœur s'accélérer. Marine monta sur scène avec une assurance qu'il ne lui avait jamais vue. Elle était belle, mais ce n'était pas seulement l'apparence physique, c'était la façon dont elle bougeait, dont elle regardait le public, dont elle souriait. Il y avait une lumière en elle que Romain ne se souvenait pas avoir vue quand ils étaient ensemble. Ou peut-être n'avait-il jamais assez prêté attention. Marine commença à parler. Sa voix était ferme, claire, captivante. Elle raconta son histoire sans révéler de détails spécifiques qui pourraient identifier Romain, mais avec une honnêteté émotionnelle qui touchait chaque personne dans l'assistance. Elle parla de la façon dont elle s'était perdue dans une relation où elle n'était pas valorisée. Elle parla des signes qu'elle avait ignorés. Elle parla de la douleur de se réveiller un jour et de réaliser qu'elle était devenue l'ombre d'elle-même. Et elle parla du courage qu'il lui avait fallu pour partir. « Je ne suis pas partie parce que j'ai cessé de l'aimer, » dit Marine, la voix chargée d'émotion. « Je suis partie parce que j'ai commencé à m'aimer, et j'ai compris que m'aimer moi-même signifiait ne pas accepter moins que ce que je méritais, signifiait ne pas me contenter de miettes, signifiait choisir la solitude temporaire plutôt que la compagnie vide. Ce fut la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais ce fut aussi la plus importante. » Romain était assis, paralysé, écoutant chaque mot. Et avec chaque phrase, il comprenait plus profondément ce qu'il avait perdu. Ce n'était pas seulement Marine. C'était l'opportunité d'avoir quelque chose de réel, de profond, quelque chose qui aurait pu transformer sa vie. Et il avait tout jeté par-dessus bord par peur, par égoïsme, parce qu'il n'était pas prêt à se donner vraiment. Quand Marine termina sa conférence, l'auditorium explosa en applaudissements. Beaucoup de femmes pleuraient, certaines se levèrent. Marine remercia, descendit de la scène et fut entourée de gens voulant lui parler, la serrer dans leurs bras, la remercier. Romain resta assis, observant de loin. Il n'avait pas le droit de s'approcher, pas après tout ça. Mais alors, pendant un bref instant, les yeux de Marine balayèrent l'assistance, et elle le vit. Leurs regards se croisèrent pendant une seconde qui parut une éternité. Romain vit dans ses yeux un mélange de surprise, de reconnaissance, mais aussi quelque chose qu'il ne sut interpréter. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse, c'était juste de l'acceptation. Marine détourna le regard et continua de parler aux gens autour d'elle. Romain quitta l'auditorium avant la fin de l'événement. Il ne se faisait pas confiance pour ne pas essayer de l'approcher, et il savait qu'il ne devait pas le faire, pas là, pas de cette façon. Quand il arriva à sa voiture, il resta assis en silence pendant un long moment. Il avait vu la femme que Marine était devenue, et elle était incroyable, forte, sûre d'elle,
lumineuse. Et tout ça sans lui. Peut-être même parce qu'elle n'était plus avec lui. Pour la première fois, Romain comprit qu'aimer quelqu'un ne signifie pas le posséder. Cela signifie vouloir qu'il soit heureux, même si ce bonheur ne vous inclut pas. Et Marine était heureuse. Elle avait trouvé un but, une voie, une place dans le monde. Et il devait accepter que cette place n'était pas à ses côtés. Les jours suivants, Romain continua sa routine. Mais quelque chose avait changé. Le manque de Marine se faisait toujours sentir. Il regrettait toujours profondément. Mais il y avait une acceptation croissante. Il ne pouvait pas changer le passé. Il ne pouvait pas défaire la douleur qu'il avait causée. Mais il pouvait essayer d'être meilleur à partir de maintenant. Il pouvait apprendre de ses erreurs. Il pouvait, peut-être, un jour, être le genre d'homme qui mérite l'amour de quelqu'un comme Marine. Et Marine, de son côté, continua son chemin. Elle savait que Romain était à l'événement. Elle avait vu son regard, reconnu l'impact que la conférence avait eu. Mais elle ne ressentit pas le besoin de s'approcher. Elle ne ressentit ni colère ni tristesse. Elle ressentit seulement la paix de savoir qu'elle était allée de l'avant, qu'elle s'était reconstruite, qu'elle avait transformé sa douleur en quelque chose de beau, quelque chose qui aidait d'autres personnes. Elle était entière. Et pour la première fois depuis longtemps, elle était heureuse. Un bonheur qui venait de l'intérieur, qui ne dépendait de personne d'autre. Et cela, pour Marine, était plus précieux que n'importe quelle relation aurait pu l'être. Les mois qui suivirent l'événement furent une période de transformation silencieuse pour Romain. Il avait vu Marine sur cette scène, radieuse, complète, étant exactement qui elle devait être, et cette image resta gravée dans son esprit comme un rappel constant de tout ce qu'il avait perdu, et surtout de tout ce qu'il n'avait jamais su apprécier. Mais au lieu de s'enfoncer encore plus dans le remords, Romain décida de faire quelque chose de différent. Il décida de changer. Non pas pour Marine, car il savait qu'elle ne reviendrait pas, mais pour lui-même. Parce qu'il devait apprendre à être une meilleure personne, quelqu'un capable d'aimer et d'être aimé vraiment. La thérapie avec Hélène se poursuivait, maintenant avec des séances 2 fois par semaine. Romain était engagé dans ce processus de connaissance de soi. Il parlait de son enfance, de son père absent qui ne valorisait que les résultats et les réussites matérielles, de sa mère qu'il aimait mais n'avait jamais réussi à exprimer son affection clairement. Il raconta comment il avait grandi en croyant que le succès financier était la seule chose qui comptait, que le pouvoir et le contrôle étaient synonymes de sécurité. Et comment cette croyance avait façonné toutes ses relations, le transformant en quelqu'un qui gardait les gens à distance, les utilisant quand ça l'arrangeait mais ne se permettant jamais d'être vraiment intime. Hélène l'aida à comprendre que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, que s'ouvrir à quelqu'un, lui permettre de voir ses failles et ses peurs, ne le rendait pas moins homme ou moins fort. Au contraire, il fallait beaucoup plus de courage pour être vulnérable que pour maintenir la façade d'invincibilité qu'il avait construite au fil des ans. Romain apprenait, lentement, à démonter ses défenses. Il commença également à changer sa routine. Il passa à travailler moins d'heures, déléguant plus de responsabilités à son équipe. Il réalisa qu'il n'avait pas besoin de contrôler chaque détail de chaque projet. Il découvrit qu'il pouvait faire confiance aux gens autour de lui. Il commença à faire des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. Des promenades matinales au jardin du Luxembourg, des cours de peinture dans un atelier du Marais, la lecture de livres qui n'avaient rien à voir avec les affaires. Il essayait de se reconnecter avec des parties de lui-même qu'il avait abandonnées depuis longtemps. Un jour, lors d'une séance de thérapie, Hélène demanda si Romain avait déjà envisagé de s'excuser auprès de Marine. Pas nécessairement pour reprendre la relation, mais simplement pour assumer la responsabilité des erreurs qu'il avait commises. Romain resta silencieux. Il pensa à la lettre que Marine avait laissée dans la boîte, à ces mots disant qu'elle n'attendait pas qu'il change, qu'elle n'attendait pas qu'il la cherche. Voudrait-elle l'entendre? Des excuses, après si longtemps, feraient-elles une différence? Il passa des semaines à y penser. Il écrivit plusieurs versions d'une lettre, mais les jetait toujours. Rien ne semblait suffisant. Aucun mot ne pouvait exprimer le poids du remords qu'il ressentait, jusqu'à ce que, par un après-midi pluvieux d'automne, Romain écrive enfin quelque chose qui semblait vrai. La lettre n'était pas longue. Elle n'essayait pas de justifier ses actions ou de minimiser la douleur qu'il avait causée. C'était juste une confession honnête.
Il parla de son égoïsme, de la façon dont il avait utilisé la peur d'être vulnérable comme excuse pour blesser quelqu'un qui voulait seulement l'aimer. Il parla du processus de thérapie, de la façon dont il essayait de devenir une meilleure personne. Et il termina en disant qu'il n'attendait pas de pardon, pas de réponse, mais qu'il avait besoin qu'elle sache qu'il comprenait, enfin ce qu'il avait perdu, qu'il comprenait qu'elle méritait bien plus que ce qu'il avait été capable de donner, et qu'il était reconnaissant qu'elle ait eu le courage de partir, car cela l'avait forcé à se regarder d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Romain mit la lettre dans une enveloppe, il écrivit son nom, et il garda cette enveloppe pendant des jours, ne sachant pas s'il devait l'envoyer. Hélène l'encouragea. « Romain, vous n'avez pas besoin d'attendre une réponse. Mais vous devez faire votre part. Vous devez assumer la responsabilité. Envoyer la lettre, pas pour elle, mais pour vous, pour clore ce cycle. » Romain envoya la lettre. Il la posta et attendit. Mais la réponse ne vint jamais, et il comprit qu'elle ne viendrait jamais. Marine était allée de l'avant, et il devait faire de même. Pendant que Romain travaillait sur sa transformation personnelle, Marine continuait de construire quelque chose de plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Le livre avait gagné encore plus en popularité. Une grande maison d'édition nationale s'intéressa à l'achat des droits et à une réédition avec une meilleure distribution. Marine accepta, mais à une condition, elle garderait un contrôle éditorial total. Elle ne changerait pas un mot, n'adoucirait pas le message. L'éditeur accepta. La nouvelle édition amena le livre à un public beaucoup plus large. Il commença à apparaître sur les listes des meilleures ventes, à être recommandé dans des émissions de télévision, à être discuté sur des blogs et des podcasts. Marine commença à être reconnue dans la rue. Parfois, des femmes l'abordaient dans des cafés, des librairies, dans le métro, juste pour la remercier, pour dire que le livre avait changé leur vie, qu'il les avait aidés à trouver le courage de quitter des situations toxiques, qu'il leur avait appris que s'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Marine reçut une invitation à participer à une émission de télévision. C'était une émission hebdomadaire qui discutait de thèmes pertinents de la société française, présentée par une journaliste respectée nommée Françoise Perrin. Marine était nerveuse. La télévision était quelque chose de complètement différent des conférences et des cercles de discussion. C'était une exposition beaucoup plus grande. Mais Julie, de la maison d'édition, l'encouragea. « Marine, vous avez un message important. Vous devez atteindre le plus de personnes possible, et cette émission vous en donnera l'occasion. » Marine accepta. Le jour de l'enregistrement, elle tremblait. Mais lorsque les caméras commencèrent à tourner et que Françoise posa la première question, quelque chose changea. Marine se souvint pourquoi elle faisait cela. Ce n'était pas à propos d'elle. C'était à propos de toutes les femmes qui avaient besoin d'entendre qu'elles pouvaient se choisir, qu'elles pouvaient partir, qu'elles méritaient mieux. L'interview fut profondément honnête. Marine parla de son expérience sans révéler l'identité de Romain. Elle parla des schémas que beaucoup de femmes acceptent dans les relations, de la façon dont l'amour est parfois confondu avec le sacrifice, de l'importance de reconnaître quand quelque chose n'est plus sain. Françoise posa des questions difficiles, et Marine y répondit avec vulnérabilité et sagesse. La répercussion fut énorme. L'émission eut l'une des plus grandes audiences de l'année. Les réseaux sociaux de Marine explosèrent de messages de soutien, mais aussi de critiques. Il y avait des hommes qui l'accusaient d'être une féministe radicale, de diaboliser les hommes, de promouvoir la séparation. Marine ne se laissa pas ébranler. Elle savait que son message n'était pas contre les hommes. Il était en faveur des femmes, en faveur de relations saines, de respect mutuel, de réciprocité. Parmi les milliers de messages qu'elle reçut, il y en eut un qui la toucha particulièrement. Il venait d'une femme nommée Clarisse, âgée de 62 ans. Elle écrivit « Marine, j'ai passé 40 ans de ma vie dans un mariage où je n'ai jamais été vue, où j'ai tout donné de moi-même et n'ai reçu que de l'indifférence. Je pensais que c'était mon devoir de supporter, que c'était ce que font les femmes. Mais après avoir lu votre livre et regardé votre interview, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai demandé la fin de mon mariage, et pour la première fois depuis des décennies, j'ai l'impression de respirer. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. » Marine pleura en lisant ce message. Elle pleura parce qu'elle comprenait l'impact réel de ce qu'elle faisait.
Ce n'était pas seulement une question de relations amoureuses, c'était une question de valeurs personnelles, de dignité, du droit d'être vu et respecté à tout âge, dans n'importe quelle situation. Béatrice, la thérapeute que Marine avait rencontrée des mois auparavant, l'invita à un projet spécial. Béatrice avait obtenu un partenariat avec le gouvernement régional pour créer un programme de soutien aux femmes en situation de vulnérabilité émotionnelle. Le programme offrirait une thérapie gratuite, des cercles de discussion et des ateliers sur l'estime de soi et la reconstruction. Béatrice voulait que Marine soit l'une des animatrices. Marine accepta immédiatement. C'était exactement le genre de travail qui donnait un sens à sa vie. Elle commença à consacrer 2 après-midi par semaine au projet, travaillant directement avec des femmes de différents âges, classes sociales et histoires. Il y avait des femmes qui sortaient de relations abusives. Il y avait des femmes qui n'avaient jamais eu le courage de partir. Il y avait des femmes qui étaient simplement perdues, ne sachant pas qui elles étaient, en dehors des rôles que la société leur avait imposés. Marine écoutait chaque histoire avec attention et empathie. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle offrait ce qu'elle pouvait, son expérience, sa présence, sa croyance inébranlable que chacune de ces femmes était capable de se reconstruire, d'être heureuse, de choisir un meilleur chemin. Et peu à peu, elle voyait la transformation se produire. Elle voyait des femmes qui arrivaient brisées commencer à se relever. Elle voyait les sourires revenir. Elle voyait l'espoir renaître. C'est lors d'un de ces ateliers que Marine rencontra Jules. Jules était l'un des psychologues bénévoles du projet, un homme de 38 ans, divorcé, père d'une fille de 10 ans. Il était gentil, attentionné, et il y avait quelque chose de sincère en lui qui attira l'attention de Marine. Ils commencèrent à discuter pendant les pauses. Jules parlait de sa fille, de la façon dont il naviguait la coparentalité avec son ex-femme, de son travail de psychologue spécialisé dans les traumatismes. Marine parlait de son livre, des conférences, de sa joie, mais aussi de son épuisement à force d'exposer son histoire. Jules l'écoutait avec un intérêt réel. Ce n'était pas juste de la politesse. C'était une curiosité sincère pour qui elle était. Marine se surprit à attendre les jours où il serait au projet, à trouver des excuses pour lui parler un peu plus, et elle réalisa, avec une certaine surprise, qu'elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas la passion intense et dévorante qu'elle avait ressentie pour Romain. C'était quelque chose de plus doux, de plus tranquille. C'était de l'intérêt. C'était une connexion. C'était la possibilité de quelque chose de nouveau. Jules invita Marine à prendre un café après une des séances. Ils allèrent dans un café du 15e, parlèrent pendant des heures de tout et de rien. Jules était facile à vivre. Il riait de ses blagues, posait des questions intéressantes, partageait ses propres vulnérabilités sans crainte. Quand ils se quittèrent, Marine sentit une légèreté dans sa poitrine. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était quelque chose de bien, quelque chose qui pouvait devenir bien. Ils commencèrent à se voir plus souvent. Des dîners décontractés, des promenades au parc, des sorties au cinéma. Marine n'était pas pressée. Elle ne voulait pas se jeter tête baissée dans une autre relation sans être sûre d'être prête. Et Jules respectait cela. Il ne mettait pas de pression, n'exigeait pas de définition, n'essayait pas d'accélérer les choses. Il était simplement présent, disponible, réel. Un soir, après un dîner chez Jules, où il avait cuisiné pour elle et l'avait rapidement présentée à sa fille avant que celle-ci n'aille se coucher, ils parlèrent de leur relation passée. Jules parla de son mariage qui n'avait pas fonctionné, de la façon dont lui et son ex-femme avaient simplement évolué dans des directions différentes. Il n'y avait pas eu de trahison, pas de rancœur profonde, juste la constatation qu'ils n'étaient plus compatibles. Et ils avaient décidé, de manière mature, de mettre fin au mariage et de maintenir une relation saine pour leur fille. Marine parla de Romain. C'était la première fois qu'elle racontait toute l'histoire à quelqu'un qui n'était pas un thérapeute ou impliqué dans le processus d'écriture du livre. Jules écouta sans l'interrompre, sans la juger. Quand elle eut fini, il dit simplement « Tu as été très courageuse, Marine. Courageuse non seulement de partir, mais de transformer cette douleur en quelque chose qui aide tant de gens. C'est rare. Tu es rare. » Marine sentit ses yeux s'embuer de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude.
Gratitude d'avoir trouvé quelqu'un qui la voyait, qui la respectait, qui valorisait non seulement la femme forte qu'elle était devenue, mais aussi la femme fragile qui existait encore en elle. Ils s'embrassèrent en cette nuit-là. Ce fut un baiser doux, sans hâte, plein de tendresse. Et Marine sentit que oui, elle était prête. Prête à essayer de nouveau, prête à se permettre d'être vulnérable. Mais cette fois, avec quelqu'un qui méritait sa vulnérabilité, avec quelqu'un qui la traiterait avec soin. Tandis que Marine ouvrait son cœur à une nouvelle possibilité, Romain poursuivait son processus solitaire de transformation. Il apprit que Marine ne répondrait pas à sa lettre. En fait, il découvrit par une connaissance commune que Marine avait reçu l'enveloppe, mais ne l'avait pas ouverte. Elle l'avait jetée sans la lire. Romain ne fut pas surpris. Il ne fut pas en colère. Il comprit. Elle avait le droit de ne pas vouloir savoir. Elle avait le droit d'avancer sans porter le poids de ses mots tardifs. Mais il continua de changer. Non pas pour elle, mais pour lui-même. Il commença à être plus présent dans la vie des gens autour de lui. Il renoua avec des amis d'enfance qu'il avait abandonnés en venant à Paris. Il commença à rendre visite à sa mère plus souvent, à avoir de vraies conversations avec elle, à mieux comprendre qui elle était au-delà de son rôle de mère. Il commença à être plus gentil avec ses employés, à vraiment les écouter, à valoriser leurs contributions. Un jour, une des architectes de son entreprise, une jeune femme nommée Pauline, vint dans son bureau en pleurant. Elle venait de mettre fin à une relation compliquée et était dévastée. Le Romain d'avant lui aurait dit de se ressaisir, de ne pas amener ses problèmes personnels au travail. Mais le nouveau Romain, le Romain qui apprenait à être humain, se contenta d'écouter. Il lui offrit un mouchoir, lui demanda si elle voulait parler, lui dit qu'elle pouvait prendre le reste de sa journée si elle en avait besoin. Pauline fut surprise par sa gentillesse, et quand elle quitta le bureau, Romain se mit à penser à la grande différence que de petits changements dans notre façon de traiter les gens peuvent faire. Il recommença également à fréquenter des femmes, mais différemment. Il ne voulait plus d'aventures occasionnelles, de rencontres vides. Il voulait une vraie connexion. Il rencontra quelques femmes, eut quelques rendez-vous qui ne menèrent à rien. Et ce n'était pas grave. Il apprenait à être seul sans se sentir solitaire. Il apprenait que sa plénitude ne dépendait pas d'avoir quelqu'un à ses côtés. Mais il y avait des moments, surtout la nuit, quand il était seul dans l'appartement qu'il partageait autrefois avec Marine dans ses souvenirs, où elle lui manquait encore. Pas la vraie Marine, car il savait qu'il ne l'avait jamais vraiment connue, mais la possibilité qu'elle représentait, la chance d'avoir quelque chose de réel qu'il avait gâché. Ces moments devinrent moins fréquents avec le temps. Et Romain apprit à vivre avec eux. Il apprit que le regret fait partie de la vie, que les erreurs font partie de la croissance, que tout ne peut pas être réparé, et que parfois, la meilleure façon d'honorer ce que nous avons perdu est de devenir de meilleures personnes à cause de cette perte. Un après-midi, Romain était dans une librairie à la recherche d'un cadeau pour sa mère quand il vit une affiche annonçant un événement avec Marine. Elle lancerait la 2e édition de son livre lors d'une séance de dédicace le samedi suivant. Romain regarda l'affiche un long moment. Une partie de lui voulait y aller, la voir une fois de plus, peut-être même lui parler. Mais une autre partie, celle qui apprenait à respecter les limites, savait qu'il ne le devait pas. Il quitta la librairie sans rien acheter et rentra chez lui. Cette nuit-là, il écrivit dans son journal une chose qu'Hélène lui avait suggéré de faire. Il écrivit sur Marine, sur ce qu'elle avait représenté dans sa vie, sur sa gratitude pour tout ce qu'il avait appris. Et pour la première fois, il réussit à écrire sur elle sans sentir cette douleur aiguë dans sa poitrine. C'était une douleur plus douce maintenant, plus proche de la nostalgie que du remords désespéré. « Marine, où que tu sois, j'espère que tu es heureuse », écrivit-il. « J'espère que tu as trouvé quelqu'un qui te voit comme tu mérites d'être vu, quelqu'un qui t'apprécie dès le premier jour. Et merci. Merci d'avoir été assez courageuse pour partir. Merci de m'avoir forcé à me regarder. J'apprends encore. Je change encore. Mais j'essaie d'être l'homme que tu méritais que je sois. » Romain ferma son journal et regarda par la fenêtre. La ville était calme, la nuit était claire, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit la paix. Ce n'était pas un bonheur total, ce n'était pas une absence de remords, mais c'était l'acceptation de ce qui fut, de ce qui aurait pu être, et de ce qui ne serait jamais. Et cela, pour l'instant, suffisait.
Un an s'était écoulé depuis cette nuit où Marine avait envoyé la boîte à Romain. Un an de transformation, d'apprentissage, de douleur transformée en croissance. Marine était assise dans un café de Montmartre, le même café où elle avait eu son premier rendez-vous avec Romain tant de mois auparavant. Mais elle n'était pas là par nostalgie. Elle attendait Jules, qui avait quitté le travail plus tôt pour la retrouver avant d'aller chercher sa fille à l'école. Marine regarda autour d'elle et se sourit. C'était étrange comme cet endroit, qui gardait autrefois des souvenirs si douloureux, semblait maintenant n'être qu'un café ordinaire. Le pouvoir que Romain avait eu sur elle, les souvenirs qui la hantaient, tout cela avait perdu de sa force. Ce qui restait maintenant n'était qu'une histoire. Une histoire qu'elle avait racontée, qui avait aidé d'autres personnes et qu'elle était enfin prête à laisser dans le passé où elle appartenait. Jules arriva avec son sourire tranquille et s'assit à côté d'elle, pas en face. Ce petit geste, de choisir de s'asseoir à côté plutôt que de se positionner comme quelqu'un en entretien ou en négociation, était typique de lui. Jules tenait toujours à être aux côtés de Marine, littéralement et métaphoriquement. Il la salua d'un doux baiser sur la joue et lui demanda comment s'était passée sa journée. Marine lui parla de la réunion qu'elle avait eue avec la maison d'édition. Il y avait une proposition pour transformer son livre en une série de documentaires pour une plateforme de streaming. Ce serait une série de 6 épisodes, chacun racontant l'histoire d'une femme différente ayant vécu des expériences similaires à la sienne. Marine serait la présentatrice et la coproductrice. C'était une opportunité énorme, mais aussi effrayante. « Tu vas accepter ?» demanda Jules, en lui tenant la main sur la table. « Je pense que oui, » répondit Marine. « C'est une chance d'amplifier le message, d'aider encore plus de femmes. Mais j'ai aussi peur de trop m'exposer, peur que ça prenne toute ma vie. » Jules hocha la tête. « Je comprends la peur, mais je sais aussi que tu es incroyable dans ce que tu fais. Et si c'est ce que tu veux, je te soutiendrai complètement. Mais si tu décides de ne pas accepter, je te soutiendrai aussi. Le choix t'appartient. Toujours. » Marine serra sa main. C'était ça la différence. Jules ne prenait pas de décision pour elle, ne la pressait pas, ne la manipulait pas. Il était là pour la soutenir, pour l'aimer, mais en respectant toujours qu'elle était une personne complète, capable de faire ses propres choix. Et cela faisait toute la différence. « Je vais accepter, » dit Marine avec plus de fermeté, « mais je vais fixer des limites. Je vais être claire sur le fait que j'ai besoin de temps pour moi, pour nous, pour la vie en dehors du travail. » Jules sourit. « Parfait. » Ils restèrent au café à discuter de divers sujets. De la fille de Jules, qui allait bien à l'école et avait adoré rencontrer Marine le week-end dernier. Des projets de voyage qu'il faisait pour les vacances. Du déménagement de Marine dans un appartement plus grand car son studio devenait trop petit avec tous les livres et le matériel de travail. Jules avait proposé son aide pour le déménagement et Marine avait accepté avec joie. Leur relation grandissait au bon rythme. Elle n'était ni précipitée ni désespérée. Elle était construite brique par brique, avec confiance, respect et une affection sincère. Marine se permettait d'être vulnérable avec Jules, de lui parler de ses insécurités, de ses peurs, de ses jours difficiles. Et il faisait de même. C'était un véritable échange, équilibré, sain. Marine pensait parfois à quel point c'était différent de ce qu'elle avait eu avec Romain. Avec Romain, c'était une intensité vide, une passion sans profondeur. C'était être toujours sur la corde raide, sans savoir s'il resterait ou partirait. Avec Jules, c'était la tranquillité. C'était savoir qu'il serait là le lendemain. C'était pouvoir faire des projets sans peur d'être abandonné. C'était être vu, valorisé, aimé. Après le café, ils allèrent ensemble chercher la fille de Jules à l'école. La petite, nommée Sophie, courut pour serrer son père dans ses bras, puis salua Marine d'un sourire timide mais sincère. Marine apprenait à naviguer dans cet espace où elle n'était pas une mère, mais quelqu'un d'important dans la vie de cet enfant. C'était délicat, cela demandait de la patience et de la sensibilité, mais c'était gratifiant de voir le lien se former peu à peu. Ils passèrent le reste de l'après-midi ensemble. Ils allèrent au parc, mangèrent une glace, parlèrent de la journée de Sophie à l'école. C'était simple, quotidien, ordinaire. Mais pour Marine, qui avait passé tant de temps dans des relations dramatiques et compliquées,
Cette simplicité était révolutionnaire. C'était la preuve que l'amour n'avait pas besoin de faire mal, que les relations saines existaient, qu'elles méritaient cela. Ce soir-là, après avoir quitté Jules et Sophie, Marine rentra chez elle et ouvrit son ordinateur portable. Elle avait décidé d'écrire un nouveau texte, non plus sur Romain mais sur les nouveaux départs, sur la possibilité d'aimer à nouveau après avoir été blessé, sur la possibilité de faire confiance à nouveau après avoir été trahi, sur la possibilité de croire à nouveau en l'amour après y avoir perdu foi. Les mots coulaient avec facilité. Marine n'écrivait plus avec douleur, elle écrivait avec espoir, avec sagesse, avec gratitude pour le chemin parcouru. Elle termina le texte et le publia sur son blog personnel qu'elle avait créé pour partager des réflexions au-delà du livre. En quelques heures, le texte avait des centaines de commentaires de femmes la remerciant, partageant leurs propres histoires de nouveaux départs, célébrant la possibilité d'être à nouveau heureuse. Tandis que Marine prospérait dans sa nouvelle vie, Romain poursuivait également son chemin. Il avait fait des progrès significatifs en thérapie. Hélène l'avait aidé à déconstruire de nombreux schémas qui l'empêchaient de se connecter véritablement avec les gens. Romain comprenait maintenant que sa peur de la vulnérabilité venait d'un endroit profond, lié à la façon dont il avait été élevé, aux attentes qu'il avait toujours dû satisfaire, à l'image du succès à tout prix qu'il avait intériorisé. Il avait commencé à fréquenter une femme nommée Andrea, rencontrée lors d'un événement caritatif. Andrea était médecin, avait 40 ans, était divorcée et avait 2 enfants adolescents. Elle était intelligente, indépendante et n'avait aucun intérêt pour les jeux émotionnels. Andrea avait été claire dès le début sur ce qu'elle attendait d'une relation. Honnêteté, présence, engagement. Et Romain, pour la première fois, était prêt à offrir tout cela. La relation avec Andrea était différente de tout ce qu'il avait connu auparavant. Elle était plus mature, plus consciente. Il y avait des défis, bien sûr. Ses enfants étaient des adolescents dans une phase compliquée, et Romain apprenait à gérer la réalité d'une relation avec quelqu'un qui avait une vie complexe, avec des responsabilités et des histoires qui ne l'incluaient pas. Mais il était engagé. Il était présent. Il essayait vraiment. Hélène avait commenté, lors d'une des séances récentes, à quel point Romain était différent. « Vous n'essayez plus de tout contrôler, dit-elle. Vous permettez aux choses d'être ce qu'elles sont. Vous êtes vulnérable. Vous apprenez à aimer vraiment. » Romain acquiesça. « C'est étrange, Hélène. Parfois, j'ai encore envie de revenir à mes anciens schémas, de m'éloigner quand les choses deviennent difficiles. Mais alors je me souviens de Marine, de ce que j'ai perdu, et je me souviens que je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. »« Et à propos de Marine, demanda Hélène, vous pensez encore à elle ?»« J'y pense, répondit Romain, mais pas de la même manière. Avant, c'était de l'obsession, du remords, le désir de remonter le temps. Maintenant, c'est juste un souvenir important qui m'a beaucoup appris, mais qui est resté dans le passé. Je lui souhaite d'être heureuse. Et j'espère qu'elle a trouvé quelqu'un qui la valorise vraiment. »« Vous lui avez pardonné ?» demanda Hélène. Romain réfléchit un instant. « Je me suis pardonné à moi-même. J'ai compris que j'ai fait des erreurs, mais que je suis capable d'apprendre, de changer. Et je pense que c'est plus important que le pardon, c'est la croissance. » Hélène sourit. « Vous avez parcouru un long chemin, Romain. » Un après-midi, Romain était dans une librairie en train d'acheter un cadeau pour Andrea quand il vit l'annonce du documentaire que Marine allait présenter. Il y avait une grande affiche à l'entrée de la librairie, avec sa photo souriante, confiante, radieuse. Le titre était « Reconstruction ». Romain s'arrêta et regarda l'image un long moment. Il sentit un pincement au cœur, mais ce n'était plus de la douleur. C'était un mélange de nostalgie et de fierté. Fierté de voir qu'elle avait réussi à transformer tout cela en quelque chose de si important. Il prit une photo de l'affiche avec son téléphone et, ce soir-là, la montra à Andrea. « Andrea, je dois te raconter une histoire, dit-il. » Et il raconta. Il parla de Marine, de son égoïsme, de la boîte, de la lettre, de tout le processus de transformation qui avait suivi. Andrea écouta en silence, lui tenant la main. Quand il eut fini, Andrea dit « Romain, je sais que tu n'es plus cet homme. Je vois comment tu t'efforces d'être différent. Et j'apprécie ça. Mais j'ai besoin de savoir,
As-tu encore des sentiments pour elle? Romain respira profondément. J'ai de la gratitude, du respect, de l'admiration pour ce qu'elle est devenue, mais je n'ai pas le désir de revenir en arrière. Je n'ai pas l'espoir de la reconquérir. Ce que nous avions est terminé depuis longtemps, et c'est très bien comme ça. Je suis ici avec toi parce que c'est ici que je veux être. Andrea hocha la tête, apparemment satisfaite de la réponse. Merci d'être honnête. Les mois continuèrent de passer. Marine accepta le projet de documentaire et commença la production. Elle voyagea dans plusieurs villes de France, interviewant des femmes aux histoires de résilience puissantes. Chaque histoire la touchait profondément. Il y avait Marianne, de Marseille, qui avait quitté un mariage abusif après 20 ans. Il y avait René, de Lyon, qui avait découvert sa propre force après une rupture dévastatrice. Il y avait Camille, de Bordeaux, qui avait reconstruit sa vie à 50 ans, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Chaque épisode était une célébration de la résilience féminine, de la capacité à se relever même après les pires chutes. Marine n'apparaissait pas comme une experte ou comme quelqu'un qui avait toutes les réponses. Elle apparaissait comme une femme qui avait aussi traversé cela, qui comprenait la douleur, mais qui avait trouvé un chemin pour s'en sortir. Et cela rendait tout plus authentique, plus réel. Lorsque le documentaire fut diffusé, la répercussion fut immédiate et massive. Des millions de personnes le regardèrent les premiers jours. Les réseaux sociaux explosèrent de discussions sur les relations saines, sur la reconnaissance des signaux d'alerte, sur l'importance de l'amour-propre. Marine fut invitée à des interviews dans des émissions à grande audience, à des débats dans des universités, à des conversations avec des groupes de soutien dans tout le pays. Elle était au sommet de sa carrière, mais elle était aussi fatiguée. L'exposition était immense, et parfois Marine sentait qu'elle donnait plus d'elle-même qu'elle ne pouvait se ressourcer. Ce fut Jules qui le remarqua, et lui suggéra de prendre du temps pour elle. « Marine, tu as besoin de te reposer. Tu dois prendre soin de toi, tu aides tant de gens, mais tu ne peux pas oublier de t'aider toi-même. » Marine acquiesça. Elle prit 2 semaines de vacances complètes. Elle se déconnecta des réseaux sociaux, délégua ses engagements et voyagea avec Jules et Sophie sur la Côte d'Azur. Ce furent 2 semaines de simplicité, de se réveiller sans obligation, de marcher pieds nus sur le sable, de lire des livres sans regarder l'heure, de jouer avec Sophie sur la plage, d'avoir de longues conversations avec Jules sur la vie, sur les rêves, sur l'avenir. Une nuit, assise sur la terrasse de la maison qu'ils avaient louée, écoutant le bruit des vagues, Marine eut une révélation. Elle était heureuse, sincèrement, profondément heureuse. Non pas parce qu'elle avait du succès professionnel, non pas parce qu'elle aidait les gens bien que ce fût important, mais parce qu'elle avait trouvé la paix avec elle-même, la paix avec son passé, la paix avec ses choix. Jules s'assit à côté d'elle et passa son bras autour de ses épaules. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. « Je pense à quel point la vie est étrange, » répondit Marine. « Il y a 1 an, j'étais anéanti. Je pensais que je ne pourrais plus jamais faire confiance à quelqu'un. Je pensais que cette douleur ne passerait jamais. Et maintenant, regarde où j'en suis. Je suis heureuse. Je suis entière. Je suis aimée. »« Tu mérites tout ça, » dit Jules, en lui embrassant le sommet de la tête. Et bien plus encore. Marine se blottit contre lui. « Merci d'être là, de me respecter, de m'aimer de la bonne manière. »« Toujours, » répondit Jules. Tandis que Marine savourait sa paix, Romain trouvait aussi la sienne. La relation avec Andrea se portait bien. Ils avaient décidé de vivre ensemble, une grande décision que Romain n'aurait pas prise quelques années auparavant. Mais maintenant, il était prêt pour l'engagement, prêt à construire quelque chose de vrai. Les enfants d'Andrea acceptaient progressivement Romain. Ce n'était pas facile. Les adolescents sont rarement réceptifs à de nouvelles figures paternelles. Mais Romain était patient, respectueux, leur donnant de l'espace quand c'était nécessaire et se montrant présent quand on le lui permettait. Il apprenait que les relations familiales se construisent avec le temps, pas avec de l'argent ou des gestes grandioses. Un soir, lors d'un dîner en famille, le fils aîné d'Andrea, un jeune homme de 17 ans nommé Lucas, interrogea Romain sur son travail. Ils parlèrent de construction, d'architecture, des défis de la gestion d'une entreprise. Lucas semblait sincèrement intéressé, et quand le dîner se termina,
Il remercia Romain pour la conversation. Ce petit geste, si simple, remplit Romain d'une joie qu'il n'attendait pas. C'était différent de la joie de conclure une grosse affaire ou de recevoir un prix. C'était la joie d'être accepté, d'appartenir, de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Andrea remarqua le changement en lui. « Tu es différent aujourd'hui », commenta-t-elle pendant qu'ils rangèrent la cuisine ensemble. « Plus léger. »« Lucas m'a parlé, » dit Romain avec un sourire. Pour la première fois, il m'a vraiment parlé, comme si j'étais quelqu'un d'important dans sa vie. Andrea sourit et le serra dans ses bras. « Tu es important, Romain. Pour moi, pour eux. Tu avais juste besoin d'être patient. »« J'apprends, » répondit-il. « J'apprends que les meilleures choses prennent du temps et que ça vaut la peine d'attendre. » Le temps continua de passer. Marine publia son deuxième livre, cette fois non pas sur sa propre histoire, mais sur les histoires des femmes qu'elle avait rencontrées pendant le tournage du documentaire. C'était un recueil de témoignages puissants de résilience et de reconstruction. Le livre devint un autre succès, consolidant Marine comme une voix importante dans le débat sur les relations et l'émancipation des femmes. Elle et Jules se fiancèrent. Ce fut une demande simple, lors d'une promenade au jardin du Luxembourg sans grande mise en scène ni surprise élaborée. Jules s'arrêta simplement, lui prit les mains et dit « Marine, je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Veux-tu m'épouser » Marine, les larmes aux yeux, dit oui. Le mariage fut fixé pour l'année suivante, une petite célébration intime avec seulement la famille proche et les amis chers. Marine était heureuse de cette perspective. Après avoir cru si longtemps qu'elle ne trouverait jamais le véritable amour, la voilà, sur le point d'épouser un homme qui l'aimait et la respectait vraiment. Romain, de son côté, planifiait également l'avenir. Lui et Andrea avaient décidé de ne pas se marier officiellement, mais de s'engager pour la vie. Ils avaient organisé une cérémonie symbolique juste pour la famille, où ils avaient déclaré leur amour et leur intention de construire une vie commune. Romain apprenait que l'engagement n'a pas besoin de venir avec un papier signé. Il vient avec des actions, de la présence, des choix quotidiens d'être aux côtés de quelqu'un. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit de la boîte. Marine et Romain avaient poursuivi leur vie, complètement séparés, sans aucun contact, sans aucune tentative de retrouvailles. Et c'était très bien comme ça. Tous deux avaient trouvé leur chemin, leur propre version du bonheur, leur propre forme d'amour. Marine ne sut jamais que Romain avait changé. Elle ne sut jamais pour la thérapie, pour ses efforts pour devenir meilleure, et elle n'avait pas besoin de le savoir. Cela ne la concernait pas. Cela le concernait lui, de la même manière que sa transformation à elle n'avait pas pour but de se venger ou de prouver quelque chose à Romain. C'était pour elle-même, pour se retrouver, pour se reconstruire. Il y eut un jour, cependant, où leurs chemins faillirent se croiser. Marine donnait une conférence dans un centre d'affaires du quartier de la Défense. Romain était en réunion dans le même immeuble, 2 étages au-dessus. Ils étaient si proches géographiquement, mais si éloignés dans leur réalité. Aucun des deux ne connaissait la présence de l'autre. Et c'était peut-être mieux ainsi. Quand Marine termina sa conférence et sortit de l'immeuble, Romain entrait dans l'ascenseur. Pendant une fraction de seconde, il aurait pu y avoir une rencontre, mais le timing n'était pas le bon, et peut-être ne le serait-il jamais. Parce que certaines histoires ne sont pas faites pour avoir des retrouvailles. Elles sont faites pour enseigner, pour transformer et pour être laissées dans le passé où elles appartiennent. Marine continua de marcher sur le trottoir, pensant à la conférence qu'elle venait de donner, aux femmes qui l'avaient abordée après, aux vies qu'elle touchait. Son téléphone sonna. C'était Jules, qui lui demandait si elle voulait dîner dehors. Marine sourit et répondit que oui. Elle était heureuse, complète, en paix. Romain, dans l'ascenseur, regardait son téléphone, lisant un message d'Andrea sur le dîner qu'elle préparait. Il sourit. Il avait hâte de rentrer à la maison, d'être avec elle et les garçons, pour cette vie ordinaire et extraordinaire qu'il avait construite. Lui aussi était heureux, complet, en paix. Et, ainsi, sans le savoir, Marine et Romain vécurent le véritable dénouement de leur histoire. Pas un dénouement où ils se retrouvaient et faisaient la paix. Pas un dénouement où elle lui pardonnait et lui donnait une seconde chance. Mais un dénouement où tous deux étaient allés de l'avant, où tous deux avaient appris, où tous deux avaient grandi, où tous deux avaient trouvé le bonheur, non pas l'un dans l'autre,
mais en eux-mêmes et avec d'autres personnes. Parce que parfois, la fin heureuse n'est pas de reconquérir celui qu'on a perdu, c'est de se reconquérir soi-même, c'est de comprendre notre valeur, c'est d'apprendre que nous pouvons être heureux seuls et à partir de cette plénitude, trouver quelqu'un qui ajoute à notre vie au lieu de la combler. Marine n'a pas quitté Romain par manque d'amour pour lui, elle est partie par excès d'amour pour elle-même. Et cet amour-propre l'a conduite à construire une vie qui était vraiment la sienne. Une vie pleine de sens, de connexion réelle, de véritable amour. Romain, de son côté, a appris qu'aimer n'est pas posséder. C'est respecter, c'est être présent, c'est valoriser. Et bien qu'il l'ait appris trop tard pour Marine, il l'a appris à tant pour Andrea, pour ses beaux enfants, pour les personnes qui faisaient maintenant partie de sa vie. Les histoires de Marine et Romain étaient désormais parallèles. Elles ne se touchaient plus, mais toutes deux étaient des histoires de croissance, de transformation, de seconde chance. Pas de seconde chance l'un avec l'autre, mais de seconde chance avec eux-mêmes et avec la vie. Et c'est peut-être ça, la véritable fin heureuse. Pas le conte de fées où tout se résout par un baiser, mais l'histoire réelle où les gens font des erreurs, apprennent, grandissent et trouvent leur propre version du bonheur. Où l'amour propre est le protagoniste. Où se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme mais de la survie. Où partir n'est pas abandonner mais recommencer. Marine regarda le ciel de Paris, maintenant teinté d'orange par le soleil de fin d'après-midi, et ressentit de la gratitude. Gratitude pour la douleur qui l'avait rendue plus forte. Gratitude pour le courage qu'elle avait trouvé. Gratitude pour la vie qu'elle avait construite. Elle était prête pour l'avenir. Un avenir qui, enfin, était entièrement le sien. Romain regarda par la fenêtre de son bureau, voyant la ville s'illuminer des lumières de la nuit, et ressentit la paix. La Sétiki, paix d'avoir affronté ses démons, la paix d'avoir changé, la paix d'avoir trouvé une nouvelle chance de bien faire les choses. Lui aussi était prêt pour l'avenir, un avenir où il n'était plus prisonnier de ses anciens schémas. Et quelque part entre ces deux avenirs, dans la mémoire de tous les deux, existait le souvenir de 15 nuits qui avaient tout changé. Des nuits qui leur avaient appris que le véritable amour ne blesse pas, que les relations saines existent, que nous méritons d'être vus, valorisés, choisis, et que lorsque cela n'arrive pas, nous avons le droit et même l'obligation de nous choisir nous-mêmes, parce qu'au final, Marine n'est pas partie par manque d'amour pour Romain. Elle est partie par excès d'amour pour elle-même, et ce fut le début de l'histoire qui, enfin, n'appartenait qu'à elle. Et ce fut aussi le début de l'histoire de Romain avec lui-même. Deux histoires séparées, mais tout aussi importantes. Deux histoires de nouveau départ, deux histoires d'espoir. Et ces histoires continuent de s'écrire, jour après jour, avec chaque choix qu'ils font, avec chaque personne qu'ils aiment, avec chaque fois qu'ils choisissent le respect plutôt que le contrôle, la vérité plutôt que la manipulation, l'amour-propre, plutôt que l'acceptation de miettes, parce que c'est l'histoire la plus importante que chacun de nous puisse écrire, l'histoire de comment nous avons appris à nous aimer d'abord, pour que, lorsque le véritable amour arrivera, nous soyons prêts à le reconnaître et à l'accepter, et pour que lorsque quelque chose n'est pas le véritable amour, nous ayons le courage de laisser partir. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Romain a touché votre cœur. Si vous avez été émus par ce parcours de reconstruction et d'amour-propre, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué. Vous êtes-vous identifié à Marine, ou peut-être à la transformation de Romain? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et nous enseignent l'amour, le respect et le courage de nous choisir nous-mêmes. Votre avis est très important pour nous. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec une autre histoire qui touchera votre âme.